Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 2 avril 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 208 du podcast. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de la hausse annuelle des tarifs d'Hydro-Québec. Ensuite, je vous parle d'une enquête sur les employés dans les banques canadiennes. Grosso modo, on peut constater que les employés dans les succursales agissent pas mal plus comme des vendeurs que des conseillers financiers. Et finalement, je vais vous parler de la faiblesse de l'économie du Québec, mais plus particulièrement de l'attitude générale des Québécois envers l'argent, autant leur vision par rapport à leur capacité de revenus versus leur gestion des dépenses. Donc, c'est un peu tout ça que je vais couvrir dans l'épisode. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'entrée en vigueur de la hausse annuelle des tarifs d'Hydro-Québec. Donc, c'était hier le 1er avril. Et pour le résidentiel, on parle d'une hausse de 3%. Et je vous rappelle que en février 2023, l'Assemblée nationale avait adopté le projet de loi 2 qui fait en sorte en fait de plafonner l'augmentation des prix d'Hydro-Québec à 3% par année, évidemment, pour le secteur résidentiel. Par contre, du côté des entreprises, Hydro-Québec a augmenté les tarifs d'affaires de 5,1%. Il faut savoir que l'année d'avant, en 2023, les tarifs d'affaires avaient déjà été augmentés de 6,4%. Donc, il faut comprendre que les tarifs d'Hydro-Québec, leur augmentation s'est indexée sur l'indice des prix à la consommation au Québec, donc l'IPC pour la province. Autrement dit, la hausse des prix d'Hydro-Québec, elle va suivre le taux d'inflation annuel de la province, sauf que là, avec la loi 2, la hausse des tarifs d'électricité dans le secteur résidentiel, donc pour les particuliers, c'est limité à maximum 3% par année jusqu'en 2035. Donc c'est pour ça que de notre côté, avec la loi 2, notre augmentation annuelle est plafonnée à 3%, même si l'IPC augmente de 4% ou 5%, de notre côté, ça va être limité à 3%. Si l'IPC augmente de 2,2, à ce moment-là, notre hausse va être de 2,2. Donc, ils prennent soit l'IPC ou le 3%. Le plus bas entre les deux va définir l'augmentation du côté résidentiel. Et la dernière chose à prendre en compte du côté d'Hydro-Québec, c'est qu'il y a un autre type de tarification qui est pour le secteur industriel de grande puissance. Et de ce côté-là, comme je vous dis, le tarif est différent. On parle d'une hausse de 3,3%. Il faut comprendre que quand on dit industriel, on parle de grandes usines qui consomment d'énormes quantités de kilowatts. Donc, c'est pour ça que la hausse n'est pas aussi prononcée que du côté des affaires, là, du côté des PME standards. Et ils ont également droit aussi à un tarif préférentiel. Donc, à titre de comparaison, nous, dans le côté résidentiel, on paye environ 9 cents du kilowatt et dans le secteur industriel, ils payent 4 cents le kilowatt. Donc, on peut voir que le tarif est plus avantageux pour les usines, le secteur industriel, et c'est du fait qu'ils ont une espèce de rabais volume, du fait qu'ils en consomment énormément. Mais pour ce qui est des tarifs d'affaires, c'est 11 cents le kilowatt. Donc, on peut en déduire que c'est pas mal les entreprises, les PME, qui subissent le plus la hausse des tarifs d'électricité au Québec. Et c'est une autre dépense qui va faire partie de l'overhead, donc des coûts fixes d'une compagnie. Mais ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que oui, ça va mettre un peu plus de pression sur les finances des entreprises. Mais tu sais, parmi ces compagnies-là, il y en a qui n'auront pas le choix d'augmenter le prix de vente pour venir un peu contrer la hausse des tarifs d'Hydro-Québec parce que, tu sais, si on regarde sur 2 ans, ça représente une augmentation de plus de 11% pour les PME. Donc, c'est quand même une hausse considérable pour les petites moyennes entreprises. Comme je vous dis, eux autres ont un paquet de coûts fixes à payer, sans compter les augmentations salariales, sans compter
les dettes qu'ils ont contractées dans le passé avec des taux d'intérêt plus élevés. Donc, c'est sûr que présentement, il y a beaucoup d'entreprises, surtout les petites entreprises, qui ont de plus en plus de difficultés du côté de leurs finances. Et une des façons de venir contrer ça, c'est d'augmenter les prix de vente. Sauf qu'encore là, il faut que tu aies les clients qui vont être prêts à payer ton produit plus cher. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec l'augmentation annuelle d'Hydro-Québec. Et là, c'est sûr que du côté résidentiel, ça ne fera pas non plus une énorme différence sur vos factures d'hydro. Donc, c'est seulement l'idée de comprendre un peu comment fonctionnent les hausses annuelles d'Hydro-Québec et les différents types de tarification. Sinon, pour le deuxième segment de l'épisode, je veux vous parler des employés dans les banques canadiennes. En fait, c'est plate à dire, mais les conseils des employés en succursale, c'est rarement les meilleures suggestions financières que vous allez recevoir dans votre vie. Et il faut comprendre qu'une banque, ça reste une compagnie qui est à but lucratif. Autrement dit, ils veulent faire plus de revenus, ils veulent dégager des profits pour leurs actionnaires. Donc, malheureusement, les conseillers financiers dans votre succursale sont pas mal plus là pour atteindre des objectifs de vente que pour réellement vous conseiller pour le mieux. Évidemment, là, je généralise un peu, c'est-à-dire que je suis convaincu qu'il reste quand même une couple d'employés dans les institutions financières qui veillent vraiment sur les finances de leurs clients, mais je pense que ça reste une minorité. D'ailleurs, il y a eu une enquête à l'émission Marketplace sur CBC et en fait, ils ont pogné des employés dans des banques canadiennes qui agissaient pas mal plus comme des vendeurs que des conseillers financiers. Et en fait, ils sont allés dans des succursales à Toronto et à Vancouver. Ils sont allés là avec une caméra cachée pour jouer le rôle d'un espèce de client mystère pour voir quel type de recommandations il allait obtenir de la part des conseillers financiers. Et je vais vous partager quelques expériences que les faux clients ont vécues. Donc, ils se sont présentés en succursale. Chez RBC, le faux client, directement quand il a passé à la caisse, il s'est fait offrir une nouvelle carte de crédit. On lui a dit qu'on pourrait augmenter sa limite de carte de crédit de 8 000 $. Donc, c'est un petit peu l'idée de quand vous vous présentez. Eux autres, sur leur écran d'ordinateur, ils ont des espèces de propositions à vous faire selon le type de client que vous êtes. Un autre cas qui a été vécu chez BMO, en fait, le client s'est fait proposer une option plus avantageuse pour un compte chèque. C'est sûr que le compte chèque coûtait plus cher, mais le caissier, dans le fond, il a expliqué qu'il n'y aurait aucun frais si jamais il gardait un solde minimum de 6 000 $, mais il n'a jamais mentionné que si jamais le solde passait en dessous de 6 000 $, les frais mensuels seraient de 30 $, donc 30 $ par mois pour un compte chèque. Évidemment, si tu restes au-dessus du solde, il n'y a pas de souci, sauf que ça n'a jamais vraiment été expliqué. Sinon, au sujet des fonds communs de placement, il y a des conseillers financiers qui ont affirmé que les frais de gestion annuels ils étaient seulement facturés sur les gains. En fait, dans la vraie vie, les frais de gestion sont facturés sur le montant investi ainsi que sur les rendements. Donc, le montant que tu mets plus l'argent que tu fais, c'est là-dessus que se calculent les frais de gestion. Il y a un autre conseiller financier qui a promis au moins 10% de rendement par année aux faux clients. Et là, on s'entend, on parle de fonds mutuels ou qui est à ce moment-là impossible de garantir de tels rendements. Oui, c'est le rendement moyen sur 10, 15, 20, 30 ans, mais tu ne peux pas garantir au moins 10% de rendement par année. Tu peux garantir un rendement quand on parle de CPG, sauf que là, avec des fonds mutuels, garantir du 10%, c'est vraiment... En fait, garantir des rendements comme ça, c'est pas mal illégal. Et pour finir, il y a une cliente qui a demandé quoi faire avec un héritage de 50 000 $. Mais il faut comprendre que cette personne-là avait une tonne de dettes sur une carte de crédit à 20% d'intérêt et il n'y a personne qui a suggéré de rembourser en premier la totalité de ses dettes, donc ses dettes de carte de crédit. Au lieu, ils ont tous proposé d'investir. Donc, on peut voir que les conseils financiers qui ont été obtenus, ils ont plus été faits en faveur
de ce que la banque pouvait obtenir que ce qui était réellement mieux pour le client. Et mon opinion là-dessus, c'est que, évidemment, les employés des banques, ils n'ont pas le bon comportement vis-à-vis leurs clients. Par contre, je pense que malheureusement, c'était quelque chose qui était assez prévisible. Comme je vous dis, les banques, ce sont des entreprises qui sont en quête de profit. Donc, c'est sûr que plus les clients ils payent des frais de gestion, des frais pour des comptes bancaires, des frais d'intérêt sur toutes sortes de prêts ou de crédits, plus à ce moment-là, l'institution financière augmente son chiffre d'affaires et potentiellement ses bénéfices. Donc, tout ça, ça part d'en haut. Les banques ont des objectifs. Après ça, ils vont redistribuer leurs objectifs aux directeurs régionaux et eux autres vont les redistribuer aux succursales. Et c'est là que ça se passe. À l'intérieur des succursales, les employés vont proposer des forfaits bancaires plus chers. Ils vont proposer d'augmenter la limite de crédit, soit sur une marge ou une carte de crédit. Il va y avoir des bonus pour le staff. Et logiquement, l'employé le plus performant, c'est pas mal lui qui a le plus de chances d'obtenir une promotion. Donc, il ne faut pas oublier que les employés ne sont pas tant mal intentionnés, c'est juste que, comme tout le monde, ils pensent à leur poche. Ils veulent atteindre leur objectif parce qu'ils souhaitent avoir un meilleur poste puis avoir une meilleure rémunération. La seule chose qui est triste là-dedans, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de connaissances financières de base et ils se font mal guider par certains employés. Et c'est malheureux parce que, justement, ces personnes-là pensent vraiment que les conseillers dans les banques, dans les succursales, ont vraiment leurs intérêts à cœur, puis qui sont là pour leur prodiguer les conseils les plus judicieux, et visiblement, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça que, de mon côté, je mets de l'avant la littératie financière. Il faut que les gens s'éduquent, il faut que les gens comprennent comment tous ces éléments-là fonctionnent, autant les intérêts, les types de comptes de banque, les cartes de crédit, les marges de crédit, tout ça, pour être en mesure de prendre des décisions plus éclairées. Parce que je pense pas que ça va être en allant à leur succursale dans leur banque que le monde va obtenir des bons conseils, autant au niveau de comment épargner, comment investir, dans quoi investir, dans quel véhicule de placement le mettre, etc. Je pense que les gens doivent faire leur travail puis leur devoir de leur côté parce que les banques, comme je vous dis, sont pas mal plus là pour faire des profits que pour vous guider dans votre parcours financier. Et pour la dernière partie de l'épisode, je vais vous parler sommairement de l'économie du Québec, mais en fait, je veux surtout me pencher sur des articles que j'ai vus dans le Journal de Montréal. Et à mon avis, ces articles-là démontrent clairement la faiblesse de notre économie. Premièrement, l'économie du Québec vient de connaître un 3e trimestre consécutif de baisse du produit intérieur brut, c'est-à-dire une baisse du PIB. On parle d'une contraction de 1,9% au 2e trimestre de 2023, une baisse de 1,1% au 3e trimestre et finalement une autre baisse de 0,8% au 4e trimestre. Donc, c'est les données qu'on a pour le moment. On n'a pas encore les données pour le premier trimestre de 2024. Mais il faut savoir que la définition traditionnelle d'une récession, c'est une baisse du PIB pendant 2 trimestres de suite. Et là, au Québec, on est rendu à 3 trimestres d'affilée. Et pourtant, il n'y a pas personne qui parle encore de récession. Et dans tous les cas, je pense qu'on peut dire que l'économie de la province, elle tourne au ralenti. Et pas besoin de regarder les données économiques ou d'écouter les économistes à la télé, sur YouTube ou à la radio. On a seulement besoin de jeter un coup d'œil autour de nous. Au fait, comme je vous dis, dans le Journal de Montréal, il y a 4-5 articles sur le sujet de la déconsommation, inspiré par le livre de Se libérer par la déconsommation de Jean-Sébastien Marsan. Et le concept de déconsommation, c'est encore une fois l'idée de réduire ses dépenses. Tu sais, dans les articles, on peut voir une femme qui fait elle-même ses produits ménagers au lieu de les acheter. Il y a un couple qui parle de leur électroménager, leur ordinateur puis leur télévision qui ont 20 ans.
Il y a un autre article, c'est un monsieur qui a pas de téléphone intelligent, pas de carte de crédit, il a pas d'auto, etc. Pour moi, ce type d'article-là, dans les journaux, à mon avis, c'est pas un signe d'une économie florissante. Tu sais, quand le monde commence à faire eux-mêmes leurs produits ménagers pour sauver un peu d'argent, moi, ça m'indique que pour certains ménages québécois, leur situation financière est de plus en plus précaire. Encore là, si la simplicité volontaire puis le minimaliste, ce sont des idéologies qui vous rejoignent, puis que vous faites ça par choix, ben c'est autre chose. Il n'y a rien de mal là-dedans, puis je suis pas là pour juger ça non plus. Mon point, c'est plus que si tu es obligé d'être aussi créatif pour survivre financièrement, c'est plus rendu de la simplicité volontaire. Tu es littéralement contraint de couper dans tes dépenses parce que ton budget il fonctionne plus puis tu es rendu déficitaire. Tout ça pour dire que le classique dépenser moins pour améliorer vos finances, c'est quelque chose qui a été mis de l'avant à maintes et maintes reprises. On peut penser au livre En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween. Il y a le livre Vivre avec moins. Et là, il y a le livre Se libérer avec la déconsommation qui est sorti récemment. Mais au final, le thème central, c'est toujours le même. C'est être frugal, minimiser ses dépenses, limiter ses achats et ses sorties, etc. Tout le temps un peu le même discours, comme si le seul remède, c'était de serrer la ceinture puis de vivre comme un moine pour sauver quelques dollars. Tant qu'à ça, si tu veux économiser, c'est facile, là. On mange toutes des céréales 3 fois par jour, puis on va sauver de l'argent. Mais on s'entend, là, c'est absurde là, de penser comme ça. La frugalité, je trouve que c'est une approche qui est très limitante parce que, ben, premièrement, au final, tu peux jamais niveler vers le bas à l'infini. Puis, à force de couper dans tes dépenses, tu peux finir par affecter négativement ta qualité de vie. Couper sur la viande, les fruits et les légumes pour réduire ta facture d'épicerie, pour moi, c'est pas une stratégie gagnante. Dans le sens que je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il faut pas tomber dans la surconsommation. Je suis aussi également d'accord avec le fait qu'il faut éviter de s'endetter, de prendre des prêts ici et là puis des financements. Mais on s'entend, ce sont 2 points valides. C'est un excellent point de départ, mais ça reste seulement une partie de l'équation. Faut pas mettre de côté la colonne des revenus, parce que c'est une affaire qu'on a également un certain contrôle. Il faut surtout réaliser que, théoriquement, il n'y a pas de plafond du côté des revenus. Mathématiquement, on a tout intérêt à se concentrer sur cette variable-là, plutôt qu'à mettre toute notre énergie à essayer de réduire nos dépenses au minimum puis de minimiser l'impôt qu'on va devoir payer au bout de l'année. Et justement, la phobie de l'impôt, c'est un phénomène réel, dans le sens que je pense qu'on a tous déjà entendu quelqu'un dire que ça vaut pas la peine de faire du temps supplémentaire, de l'overtime, parce que de toute façon, la moitié de sa paie va s'en aller en impôts. Et je me pose la question, combien de monde limite leurs revenus juste par peur d'être plus imposé puis de perdre des crédits d'impôt, des allocations familiales, etc. Tu sais, c'est sûr que, à première vue, le système d'imposition progressif puis toutes les aides financières aux ménages à revenus modestes, ça peut donner l'impression que le gouvernement pénalise ceux qui sont en mesure de générer plus d'argent, sauf que, ultimement, payer beaucoup d'impôts, c'est un beau problème. T'sais, au fait, quand tu fais pas 100, 150 000 par année, ça sert pas à grand-chose de te pencher sur la fiscalité. Tu peux bien mettre un peu d'argent dans tes REER pour réduire ton revenu imposable, mais tu sais, des stratégies fiscales avancées avec une fiducie, puis une incorporation, un holding, tout ça, si tu fais pas 100, 150 000 par année, c'est pas nécessaire. Une fois que l'argent commence à rentrer, là, tu pourras te concentrer sur la fiscalité puis mettre en place des meilleures stratégies pour soit reporter ton impôt ou diminuer ton taux d'imposition. Mais en gros, il faut que les Québécois arrêtent de jouer en mode défensif puis qu'il y ait une bonne gang qui passe en mode offensif. Et la beauté du capitalisme, c'est que la meilleure manière de s'enrichir, c'est de répondre à un besoin ou de proposer une solution à un problème. Si vous cherchez une idée de business,
vous avez 3 questions à vous poser. 1. Qu'est-ce que les gens n'ont pas envie de faire? 2. Qu'est-ce que les gens n'ont pas le temps de faire? Et 3. Qu'est-ce que les gens n'ont pas les compétences pour le faire? C'est juste en cherchant des réponses à ces questions-là, vous allez finir par trouver un service à offrir et il peut avoir un modèle d'affaires derrière ça. Et au fait, c'est un peu cet angle-là que je couvre dans mon livre, Les règles du jeu. Dans les chapitres, je fais référence aux possibilités d'augmenter ses revenus, de partir à son compte comme travailleur autonome, de démarrer son entreprise sans devoir sans mettre des milliers de dollars en coût de démarrage. Il y a différentes stratégies pour monétiser son audience. Bref, j'essaie de vous donner des méthodes pour reprendre le contrôle de ses finances, mais aussi de sa vie professionnelle. C'est-à-dire, augmenter son revenu, c'est une chose, mais il faut faire aussi quelque chose qu'on est excité de se lever le matin. Donc, je vous rappelle que mon livre va être disponible dans toutes les librairies à partir de mardi le 9 avril. Donc, je pense que ça conclut pas mal mon opinion sur l'économie au Québec en ce moment. Je pense définitivement qu'on est en plein ralentissement économique. Je pense qu'on commence tout juste à ressentir les effets de la hausse des taux d'intérêt au niveau des comportements des consommateurs. L'augmentation des prix au niveau de l'inflation, c'est une autre chose qui se rajoute à l'augmentation du coût d'emprunt. Donc, tous ces éléments-là, en même temps, donnent un peu le mix parfait pour rendre l'économie plus difficile. Et il faut réagir à ça. Et je pense que la solution absolue, c'est pas la frugalité, c'est pas de réduire ses dépenses au minimum. Il faut garder quand même une certaine qualité de vie, du confort. Je pense que vivre comme un moine tibétain, c'est pas les ambitions de la majorité du monde. Encore une fois, si la simplicité volontaire et le minimaliste, ce sont des idéologies qui vous rejoignent, moi, je juge pas ça. C'est juste que je pense que beaucoup de monde ils se retrouvent dans la simplicité involontaire et ils se retrouvent à devoir se contraindre énormément juste pour survivre. Et c'est plus ces personnes-là qui devraient justement passer en mode offensif. Faut comprendre que pour une personne au salaire minimum, c'est pas mal plus facile de générer un 10 000 $ supplémentaire que d'essayer de couper un 10 000 $ dans ses dépenses. Un moment donné, faut que tu manges, faut que tu habites quelque part. Il y a des dépenses de base, des dépenses essentielles qu'on ne peut pas couper. Et là, avec les articles dans le Journal de Montréal, je me pose la question à quel point ils font ça par choix ou par obligation. Je veux juste pas que les gens se retrouvent avec une qualité de vie médiocre juste pour réussir à payer leurs factures. Il faut prendre action puis trouver des manières de jouer également sur la colonne des revenus. Donc, je termine l'épisode là-dessus. J'espère que vous appréciez le podcast. Si c'est le cas, laissez un 5 étoiles sur Spotify, une évaluation sur Apple Podcasts ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.